Bonjour à tous. Alors si l'objectif annoncé de Marisol Touraine est de s'attaquer aux inégalités d'accès aux soins, il n'en demeure pas moins que beaucoup voient dans cette loi une réelle menace sur les fondements de notre médecine libérale, dont la qualité et le système nous sont enviés par le monde entier. Alors pour en parler, nous avons invité deux médecins généralistes libéraux, Isabelle Leclerc, secrétaire générale du syndicat des médecins libéraux MG France. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous. Bon syndicat, MG France. Premier syndicat des médecins généralistes français. De France. Et nous avons invité également Wilfried Guardigli, qui est membre de l'Union régionale des médecins libéraux PACA, qui est une branche de l'Union régionale des professions de santé. Bonjour Wilfried. Bonjour. Présente-nous un petit peu cette URPL. Eh bien, alors, l'Union régionale des médecins est la représentation élue de l'ensemble des médecins libéraux de la région, donc il y a 12 000 médecins qui élisent 80 représentants. Ces représentants seront les interlocuteurs privilégiés directs des agences régionales de santé qui eux-mêmes sont sous la direction directement du ministère de la Santé. Donc nous sommes les interlocuteurs et nous participons à l'organisation de l'offre de soins en région en appliquant à la fois le programme du gouvernement et en proposant nos propres solutions. C'est de sacrées discussions, je pense. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Alors, force est de constater que cette loi santé a quand même bien moins mobilisé les médias que la loi travail ou la loi sur le maillage pour tous. Et il semble bien que notre système de santé soit considéré par les Français comme un bien acquis et indéboulonnable, mais ça n'est pas le cas, nous allons le voir. Mais avant de commencer, je vous propose de faire un petit saut à l'Assemblée nationale. Nous sommes le 17 mars 2015, soit 2 jours après la manifestation qui a mobilisé plus de 40 000 professionnels de santé, et quelques heures avant le début de l'examen du texte par la Commission des affaires sociales. Et c'est le député du Loiret et cardiologue, Jean-Pierre Dor, qui s'y colle. Il s'adresse bien sûr à Marisol Touraine. Écoutez. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Jean-Pierre Dor. Monsieur le Président, merci. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Madame la Ministre, le débat sur la loi santé va débuter dans 2 heures en commission des affaires sociales. Or, le monde de la santé est en colère. Il vous l'a martelé en battant le pavé de Paris avec environ 40 000 d'entre eux, un succès qui a dépassé vos estimations. Ils vous disent que les conditions d'une réforme partagée sur la loi santé ne sont pas réunies. Le gouvernement ainsi que votre ministère est dans l'impréparation la plus totale, c'est véritablement de l'amateurisme. En outre, nous apprenons ce week-end que votre texte va être amendé considérablement par une 50aine d'amendements qui sont déposés. C'est-à-dire que les députés que nous sommes sont dans l'ignorance la plus totale. On apprend aussi que vous demandez la procédure accélérée, ce qui ampute toute démarche parlementaire. C'est un vrai déni démocratique. Madame la Ministre, vous coalisez nombre de frustrations et de mécontentements et vous restez dans l'entêtement. À quoi servirait le travail en commission ? Programmé comme un mépris adressé aux manifestants le lendemain de leurs revendications. Et vous leur dites « circulez, il n'y a rien à voir ». Madame la Ministre, cette réforme, vous le savez, ne se fera jamais sans les professions de santé. Elle sera vouée à l'échec. Le ton est donné, docteur, le ton est donné. Alors, elle s'est faite cette loi, quoi qu'en dise Jean-Pierre Dor, la loi a été donc votée. Mais est-ce qu'elle s'est forgée avec ou sans les professionnels de santé, véritablement? Alors donc, moi je voudrais remercier Marisol Touraine quand même, parce que grâce à elle, nous avons fait l'union de l'ensemble des syndicats médicaux, ce qui n'était jamais arrivé depuis l'histoire du syndicalisme médical, qui remonte à quand même très très loin. Donc elle a quand même obtenu ça, ce qui n'est pas rien. Et en fait, ensuite, elle a fait comme c'était prévu, c'est-à-dire que la loi, elle l'a fait passer sans aucune modification. La seule modification que nous avons obtenue, en fait, c'est grâce au Conseil d'État. Heureusement, il reste le Conseil d'État qui a supprimé l'obligation du tiers payant.
Donc le Conseil d'État a donné raison quand même aux organisations syndicales. Maintenant, c'est vrai que cette loi, elle est promulguée, il y a énormément de choses dedans, il y a beaucoup de choses intéressantes et en fait, nous verrons avec les décrets d'application au fur et à mesure comment ça se passe, mais il est évident que nous n'avons jamais été consultés ni en amont et peut-être pourrons-nous en aval modifier un certain nombre de choses. Alors, cette loi contient toute une série de mesures qui, pour certaines, d'ailleurs, ne sont pas inintéressantes. J'espère qu'on aura d'ailleurs le temps de l'aborder. Mais cette loi met aussi en avant les difficultés que traverse notre système de santé depuis une bonne décennie, à savoir la baisse inquiétante de l'effectif des médecins généralistes, et notamment les libéraux. Oui, tout à fait. Donc on peut dire que sur les 9 dernières années, la France a perdu 9% de ses médecins. Certains départements ont perdu jusqu'à 25% sur les 9 dernières années. Et ce qui arrive est bien pire. Donc la question qu'on se pose, c'est qui va nous soigner demain ? Exactement. Alors bon, en France métropolitaine, on compte à peu près 198 000 médecins en activité régulière, étant inscrits au tableau de l'ordre au 1er janvier 2016. Et il y a un équilibre entre les salariés et les libéraux. Alors une étude a été faite sur la période 2007-2016 et sur cette période, bon, le nombre de médecins reste stable, mais c'est surtout grâce à l'arrivée de médecins étrangers qui représentent à peu près un quart de la relève. Voilà, donc en fait on a des médecins à diplôme européen et également des médecins à diplôme extra-européen. Donc c'est vrai que ils n'ont pas la même formation, mais surtout, je dirais qu'après se pose un problème dans la prise en charge des gens en médecine générale. On travaille sur autre chose que de la pathologie, on travaille sur de la culture, on travaille sur du symbolisme, on travaille sur différentes choses. Et c'est vrai que mettre des médecins de Lettonie en Bourgogne, comme c'est le cas, ça va forcément poser des problèmes aux patients. Donc intéressons-nous à ce que vont vivre les patients. Et c'est vrai que nous avons constaté beaucoup d'échecs, particulièrement en médecine générale. C'est-à-dire que autant un hyper spécialiste peut être étranger parce que finalement la connaissance du milieu du patient n'est pas un de ses fondamentaux, autant en médecine générale rurale, j'imagine mal comment on peut prétendre faire de la bonne médecine. Oui, mais enfin, il faut quand même reconnaître une chose, c'est grâce à leur arrivée qu'on a pu compenser les départs à la retraite en forte augmentation. Tenez-vous bien, en 9 ans, l'effectif des retraités a évolué de 88%, docteur. 88%. Alors, lorsqu'on sait la situation aujourd'hui, on va en parler, de certaines zones médicales qui sont véritablement en déficit, heureusement qu'ils sont arrivés. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de Roumains aussi, on l'a vu souvent à la télé. Aux informations, on voyait l'arrivée d'un médecin, souvent des femmes d'ailleurs, roumaines, dans des petits villages. Une fois, j'en avais vu une, il avait accueilli avec la fanfare, c'est dire s'ils en avaient besoin. Mais bon, alors bon, il est sûr que au 1er janvier 2016, le tableau de l'ordre recense 88 886 médecins généralistes en activité régulière, dont 50 000 libéraux. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, et c'est ça aussi le risque, c'est que l'âge moyen est de 52 ans, 27% ont 60 ans et plus, et les moins de 40 ans représentent 16% des effectifs. Oui, et la loi Touraine n'a pas favorisé ça. Ce que nous désirons, les médecins généralistes, c'est une qualité des soins pour les patients, une égalité des soins et un accès aux soins facile. Ouais. Les médecins étrangers, ce n'est pas vraiment une égalité des soins, puisque du coup, ce ne sont pas les mêmes formations, ce n'est pas le même abord de la médecine. Mais ils ont un diplôme de médecine quand même. Mais c'est pas le même diplôme de médecine. Ils ne repassent pas tout le cursus. Et la plupart prennent des cours accélérés de langue. Bien sûr. Ça. Et les patients qui viennent nous voir parce que leur médecin est parti, qui a été remplacé par un médecin étranger, il ne comprend pas tout ce que je dis. Alors bien sûr, ils vont finir par connaître la langue, mais ils arrivent très vite. Il y a des chasseurs de tête qui partent les chercher. Ah oui, d'accord. Oui. Oui. Il y a un marché qui se fait là-dessus. Oui, il y a un marché. C'est dingue. Mais du coup, pour revenir sur la loi Touraine, elle a oublié certes les médecins, mais elle a oublié les patients. Actuellement, il y a une étude récente du Secours populaire qui montre que les patients avec un problème d'accès aux soins ont finalement commencé à renoncer aux soins. Et ça, c'est quand même très inquiétant. Ouais. Et le fait qu'il n'y a pas plus de nouveaux installés, ça va encore freiner cette arrivée.
Tout à fait. Alors effectivement, le problème vient du fait que les jeunes médecins ne veulent plus reprendre le cabinet médical de leurs aînés. Ils préfèrent sacrifier l'indépendance professionnelle, qui est un atout majeur des médecins libéraux à leur qualité de vie, et ils ne veulent plus assumer des horaires, c'est vrai, des contraintes administratives qu'ils jugent trop lourds. Alors nous allons écouter justement un extrait, c'est un cardiologue qui explique le mal qu'il a à trouver un successeur. À l'époque, j'avais cherché pendant longtemps un remplaçant sans en trouver, et c'est ainsi qu'ayant pris ma retraite, j'ai été finalement mon propre remplaçant. L'installation libérale est une aventure. Il faut prendre des risques, il faut être disponible. Maintenant, c'est fini, ça. À 6h ou 7h du soir, c'est terminé, on rentre chez soi, c'est le 15 qui fait tout, les urgences sont débordées, et bien inutilement, parce que les médecins ne répondent plus, ils ne veulent plus. Le mode de vie, maintenant, est totalement différent, et finalement, ils cherchent beaucoup d'emplois salariés dans des cliniques ou dans des structures hospitalières, entre guillemets, tranquilles. Eh oui, voilà, les chiffres sont éloquents. Après 8 à 10 années d'études, un jeune médecin sur 10 choisit de s'installer dans un cabinet en ville. 65% optent pour le salariat et 25% pour une solution qui, à l'époque, était réservée aux débutants, le remplacement. Mais quand on entend ça, il faut quand même trouver une solution. Parce que si on va chercher des médecins à l'étranger, c'est pas pour rien. C'est parce que justement, ces jeunes commencent à poser, à mon avis en tout cas, et on va en parler tout à l'heure, pour moi ça pose un grave souci. Oui, mais si je reviens juste sur ce qu'a dit notre confrère, sur à 7 ou 8 heures, il n'y a plus personne, il y a aussi un problème de culture. Si vous prenez les cabinets médicaux en Suisse, à 6h30, c'est hors de question de déranger inutilement son médecin. Et donc on ne va pas plus enrayer les urgences pour des problèmes qui peuvent attendre le lendemain. Mais il y a aussi effectivement le problème de la féminisation de la médecine actuellement. Qui devient majoritaire. Et oui, parce que ce que pouvaient se permettre les hommes médecins de l'ancienne génération, ils étaient dévoués jour et nuit pour leurs patients et leurs cabinets, mais leur foyer continue à fonctionner grâce aux épouses. Actuellement, si ce sont les fameuses épouses qui sont devenues médecins et qui gèrent un cabinet, elles ont une deuxième vie aussi à gérer derrière, et effectivement, elles ne peuvent pas faire du 24 heures sur 24 au cabinet. Non, mais c'est vrai. Et on a 75% de jeunes filles qui réussissent le concours actuellement. Tout à fait. Et c'est terrible parce que cette réussite quand même des femmes dans la médecine pose un problème accessoire, c'est ça qui est fou. C'est ça qu'il faut. Mais moi, on va revenir, parce que pour moi, c'est pas ça qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est que ce dont on va parler maintenant, on va aborder les déserts médicaux. Alors, il est certain que le refus de s'installer, comme on le voit aujourd'hui, a eu pour effet d'entraîner un dérèglement inquiétant de la démographie médicale dans notre pays. Et cette baisse d'effectifs ajoutée à une répartition très inégale des médecines sur notre territoire génère un problème inquiétant d'accès aux soins pour une grande partie de la population. Alors, il y a 10 ans, le problème se posait principalement en milieu rural, mais aujourd'hui, on se rend compte que les zones urbaines sont touchées, y compris Paris. Voilà, il y a 25% de moins de généralistes à Paris sur les 9 dernières années, et prochainement il n'y aura plus de généralistes à Paris. Si on continue comme ça, ça sera tout simplement impossible pour des raisons effectivement de tarifs immobiliers. Je ne voudrais pas parler tellement du tarif pour l'instant, je voudrais simplement dire qu'effectivement la loi de Marisol Touraine, c'était une loi de modernisation bien nécessaire, puisque notre système, il n'a pas évolué depuis Balzac. Donc si on en reste sur le système précédent, avec un paiement, si on en reste sur le système actuel, eh ben, il est en train de mourir de sa belle mort. Donc, sans des mesures radicales de transformation, avec en particulier la création de maisons de santé, sans une organisation du médecin avec entre guillemets du personnel, c'est-à-dire un accueil, un secrétariat, voire des paramédicaux qui font un certain nombre d'actes qui sont délégués. Si on n'arrive pas à faire comme dans tous les autres pays d'Europe, en fait, il y a que chez nous que c'est pas comme ça. Donc si on n'arrive pas à fonctionner de façon rationnelle et moderne, ce système ne peut pas perdurer en l'état et quel que soit le tarif. RCF Méditerranée. Au niveau des généralistes, on ne va pas parler des spécialistes. D'ailleurs, les spécialistes sont en augmentation au niveau des chiffres. On va parler surtout du plus grave problème qui est celui du généraliste, car rappelons quand même que vous, généralistes, vous êtes à la base de tout.
c'est vous qui êtes les premiers à recevoir le patient, à les orienter, à les conseiller, à faire le dossier médical. C'est vous qui êtes véritablement les premiers à prendre le patient en charge. Oui, on nous appelle le médecin de premier recours. Tout à fait. Et c'est pas rien. Ah ben non, et c'est beaucoup de travail, ce qui explique d'ailleurs Et c'est actuellement... essentiel, c'est essentiel, c'est ça que je veux dire. Oui, mais c'est ce qui explique d'ailleurs l'allongement des durées de consultation actuellement, puisque nous gérons de plus en plus de complexité, de cas complexes. Et même s'il n'y a pas moins de problèmes de spécialistes, il en manque quand même. Oui. Et donc nous gérons de plus en plus de spécialités. D'accord. Alors il faut rappeler, on en a parlé tout à l'heure, que vous êtes devenus des spécialistes aussi. Vous êtes spécialiste en médecine générale maintenant. Alors oui, mais ça nous amuse toujours de dire que nous sommes des spécialistes de médecine générale, puisqu'en fait le terme de spécialiste est donné suite à une réussite au concours de l'internat. Mais en fait tout le monde passe le concours. Donc de toute façon tout le monde est spécialiste. D'accord. Mais c'est pas parce qu'on choisit la médecine générale qui s'oppose finalement au mot spécialiste que nous ne sommes pas spécialistes. D'accord. Et en fait c'est pas les plus mauvais qui choisissent forcément la médecine générale. Alors actuellement, on dit que le chiffre idéal pour les installations en médecine serait de 150 000 praticiens pour 100 000. Bon, là vous m'avez dit tout à l'heure, Wilfried, que le chiffre idéal serait de 100 pour 100 000 habitants. Mais nous sommes bien d'accord, répartis de façon raisonnable sur tout le territoire. À condition qu'il y ait une organisation du système de santé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas demander au médecin de faire à la fois la femme de ménage, l'accueil, le secrétariat, répondre au téléphone. Je veux dire, il faut qu'il s'il se concentre sur son activité purement de médecin, on pourra en avoir beaucoup moins, comme dans tous les pays développés d'Europe, comme aux Pays-Bas, en Angleterre, en Allemagne, où le médecin, quand il fait que son travail médical, la consultation elle est forcément plus courte. Quand on lui demande de réfléchir que aux problèmes de santé et pas à des problèmes administratifs ou autres, il peut voir beaucoup de monde, il peut bien travailler et ça fonctionne bien. Donc il faut simplement faire ce qu'on n'a jamais fait, bien qu'on ait toujours dit que le médecin généraliste était le pivot du système de santé, on le sait, donc il faut juste maintenant lui donner les moyens. Donc il était question du grand virage ambulatoire, pour l'instant on n'a pas vu du tout de virage. Oui, parce que c'est prévu dans la loi, ça aussi. La loi de santé, c'est au départ le virage ambulatoire, c'est-à-dire essayer de faire comme dans tous les autres pays d'Europe, arrêter d'emmener tout le monde à l'hôpital et organiser la médecine en ville. Parce que partout, c'est comme ça. Donc c'est rationnel, quoi. Je veux dire, pourquoi concentrer tout le monde dans 2 hôpitaux dans un département, alors qu'il y a des médecins partout. Et c'est vrai que c'était prévu. Alors on nous l'a dit, mais on attend encore de voir quelque chose de plus concret que 2 € par consultation. Oui, et c'était prévu, mais la loi a rajouté le modèle administratif. Donc utiliser nos 10 ans d'études de médecine pour nous faire de l'administratif, c'est du gâchis. Mais on va en parler. Il faut utiliser notre connaissance pour soigner, pas pour faire des papiers. On va en parler au niveau du tiers payant d'ailleurs. Alors les appels de détresse de l'Association des maires de France se multiplient, je cite, « Il n'y a aujourd'hui pas un département de France, pas un canton, pas un chef-lieu de canton qui n'a des problèmes pour trouver un remplacement de médecin de campagne. » Et je vous propose d'écouter un petit montage que j'ai fait justement sur le problème du désert médical. Alors vous allez entendre plusieurs intervenants et qui résument bien le problème qu'on est en train de traverser. Écoutez. Vous savez, ça c'est quelque chose, quand on a le docteur, vous écoutez aux informations, combien vous avez d'endroits où il n'y a pas de docteur? Il y a un problème de vocation, les gens sont attirés par le CHU parce qu'ils ont des horaires fixes, ils ont des RTT, ils ont les congés payés, etc. Envoyer un médecin travailler à un endroit où il n'a pas envie de travailler, je ne suis pas sûr qu'il fasse du bon boulot. Malheureusement, comme tout le monde, quand on fait quelque chose qui ne nous plaît pas, on ne le fait jamais vraiment bien. Il faudrait instaurer des contraintes. Si on dit à partir de maintenant, la moyenne c'est 150 généralistes pour 100 000 habitants, on accepte qu'il y en ait 170 ou 180 en fonction des territoires qui peuvent avoir certaines spécificités, mais au-delà, on ne conventionne plus et vous irez vous installer là où on a des besoins. Un étudiant en médecine, ça coûte à l'université 12 000 € par an. C'est-à-dire que si on compte 10 ans d'études en moyenne, à peu près, ça fait plus de 100 000 €. Donc former des étudiants en médecine, ça a un coût. Je ne serais pas choqué qu'on leur demande un certain nombre d'années, peut-être pas 10 ans, mais 5 ou 6 ans. Voilà, c'est un résumé complet. Bien entendu, la petite mamie de la campagne qui
commence à avoir des soucis parce qu'elle ne trouve pas de médecin à côté d'elle. Nous avons eu un médecin qui parlait justement du problème de remplacement. Ce jeune médecin, je crois qu'il a été en première ou deuxième année de médecine. Quand on fait quelque chose qui ne plaît pas, on ne le fait jamais vraiment bien. Il a raison, c'est un futur, le fasse. C'est quand même un futur médecin qui parle comme ça. Oui, bon, c'est triste pour lui. Oui, mais à ce moment-là, qu'il fasse autre chose. Et ça, on va en parler, c'est gravissime. Alors, on a entendu le doyen de la faculté de Clermont-Ferrand, après, et le président du Conseil de l'Ordre Auvergne. Est-ce qu'il va falloir un jour imposer ? Est-ce qu'on va être contraint de dire aux jeunes, maintenant, vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez, vous allez donner, comme le disait le président du Conseil de l'Ordre, vous allez donner 4-5 ans dans l'endroit que l'on va vous donner. Ça risque d'aggraver la crise. En fait, quand on dit déserts médicaux, il s'agit de désert, tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de médecin, mais il n'y a plus rien d'autre non plus. Tout à fait d'accord. Alors bon, tout à fait d'accord. Là, nous avons le résultat de politiques réfléchies qui, depuis des décennies, privent les villages d'écoles, de gares, de bureaux de poste et autres gendarmeries. Et vous avez raison, le désert n'est pas que médical. Vous avez raison, docteur. Mais quand même... Mais est-ce que c'est un libéral de pallier à un problème d'organisation de territoire ? Parce que là, on est plus dans... Si c'est un désert, on va demander à quelqu'un de gérer tout seul. Non, mais docteur, je ne voudrais pas plomber l'ambiance. Hein. Non, je ne voudrais pas. Mais il me semblait... Moi, j'ai 66 ans. J'ai connu les belles époques. Il me semblait qu'au même titre que l'enseignement, la médecine était une vocation. Je m'excuse. Hein. Alors, on ne fait pas médecine comme l'ENA, on ne fait pas médecine comme la faculté de droit. Lorsque l'on a obtenu son diplôme, un médecin se doit d'être au service de ceux qui lui ont permis d'obtenir ce diplôme. Je suis navré. C'est une vocation. C'est une vocation. C'est presque un sacerdoce, la médecine. Oui, mais si on prend... Ou on fait autre chose. Vous prenez les vieux médecins, les anciens médecins de campagne. Ils pouvaient faire les accouchements, ils faisaient plein de choses. Ce que nous ne pouvons plus faire, nous n'avons plus le droit. Et il y a des lois, il y a des polices d'assurance, il y a une lourdeur maintenant qui s'est mise en place, et le médecin seul ne peut plus se permettre de faire ce que faisait, comme vous dites, à l'ancienne époque. Et la vie a changé, et le problème, c'est qu'il y a des gens encore qui vivent dans des endroits et qui ont besoin d'être soignés. Et il y en aura toujours. Et voilà. Mais ça, vous ne pouvez pas demander à une personne de prendre des responsabilités que personne ne veut. Oui, mais comment ils faisaient les médecins avant ? Et ceux qui y sont toujours. L'autre jour, j'ai vu un médecin, il a 91 ans. Il est obligé de continuer parce qu'il n'y a personne. Mais parce qu'à l'époque, ce que je vous dis, un médecin généraliste faisait les accouchements, ce qui est inimaginable de nos jours. Oui, bon, c'est quand même un problème d'organisation du système de soins. Imaginez quand même que dans tous les pays d'Europe, pratiquement seuls les Français font des visites à domicile. Donc ça veut quand même dire que les Irlandais, les Hollandais, ils meurent pas tous sur la route en allant chez le médecin. Donc ça veut dire qu'ils sont organisés différemment. Par ailleurs, la visite à domicile est loin d'être... en fait, on était en avance puisque l'ensemble des généralistes de l'organisation de la WANCA, l'organisme qui regroupe les fédérations de médecins généralistes du monde, revient sur cette notion et privilégie maintenant le retour de la visite à domicile. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que si on a un système qui est bien organisé, on n'est pas obligé de faire 3 heures de route à quelqu'un qui a Bac+10 pour aller voir 2 personnes isolées, quoi. Je veux dire, ça, c'est irrationnel sur le plan de l'utilisation des compétences. Non, mais j'entends bien, mais alors comment ils font les gens qui ne peuvent pas se déplacer et qui se trouvent justement mais il faut simplement à 20 minutes du cabinet. Alors, ma solution, c'est de faire de l'Uber médical. Je veux dire, où est le problème ? Pourquoi est-ce que le transport en France est quelque chose qui est si coûteux ? Pourquoi est-ce que en Allemagne, par exemple, il n'y a pas de transport sanitaire ? C'est le voisin qui emmène le patient faire sa chimiothérapie. Oui. Hein, on dit Jean, emmène-moi faire ma chimio, je dois y aller. Je veux dire, en France, c'est pas comme ça. En France, on a des transports sanitaires très bien organisés, etc., etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on ne remet pas en cause radicalement l'ensemble de notre organisation, on ne trouvera pas des solutions modernes avec des organisations archaïques. Ouais.
Qu'est-ce que vous pensez des maisons de santé multidisciplinaires qui sont en train de s'installer? Parce que bon, actuellement, ces dernières années, il y en avait 174 en 2012, et il y en a plus de 800 aujourd'hui. Il y en a 1000 aujourd'hui. Et on pense arriver à 1400 dans les années 2018. Oh, mais bien avant. Bien avant, on sera à 1500. Le Premier ministre voulait 1500 à la fin de cette année. Alors comme ça permettra de mettre plusieurs médecins, ils n'auront plus peur, comme le disait le petit jeune, là, ça fait peur. Et c'est-à-dire que nous avons la chance de former les jeunes internes en médecine générale, le docteur Leclerc et moi, et donc que nous formons les nouveaux généralistes. Et nous sommes donc bien au courant de ce qu'ils désirent, et c'est vrai que leur désir à eux, c'est vraiment de s'installer dans des maisons de santé pluriprofessionnelles. Ils veulent pas reprendre un cabinet tout seul dans un coin. Ils veulent travailler en collaboration, en coordination avec d'autres professionnels de santé et d'autres paramédicaux. Donc c'est vrai que ce modèle-là, le modèle des maisons de santé, qui est une véritable réussite au niveau de l'organisation, est plébiscité par tous les futurs jeunes médecins. C'est une excellente nouvelle. Donc on évolue dans ce domaine-là, et ça c'est une innovation qui est venue du monde libéral, de généralistes qui ont inventé ce modèle. Ce modèle se développe, et c'est effectivement un des modèles d'avenir les plus prometteurs. D'accord. Alors, nous allons passer à un autre sujet. C'est le relèvement des honoraires, et c'est, je pense, la moindre des choses. Au mois de mai 2017, la consultation passera de 23 à 25 euros. Ça, on en a parlé, par contre. Dès l'instant où ça a été annoncé. C'est vrai que c'est un événement. Ah oui, c'est un événement extraordinaire. Planétaire. Les médecins libéraux vont toucher 2 euros de plus par consultation. C'est extraordinaire. C'est fantastique, oui. Alors bon, moi je voudrais quand même rappeler quelque chose, pour ceux qui n'auraient pas compris. C'est qu'en 1984, pour une consultation, il fallait régler 75 francs. En euros purs, ça fait 11,50 euros, d'accord ? Alors en euros constants, c'est-à-dire en prenant compte de l'inflation, le cours de la vie, ça équivaut aujourd'hui à 22 euros. C'est-à-dire que vous avez eu 1 euro de plus, puisque c'était 23. En 32 ans, la consultation a augmenté de 4,5%. Alors que, dans un même temps, le SMIC horaire a évolué, lui, de 36%. Voilà, et les impôts et les charges ont augmenté, comme on évidemment. Le sait, elles ont été multipliées par 10. Évidemment. Alors donc, cette augmentation, elle est vraiment méritée, et je ne vois pas vraiment pourquoi certains la contestent. Est-ce que je peux vous citer juste une phrase de Marisol Touraine, quand même ? Oui, bien sûr. Elle a dit que c'était une mesure de justice. Les médecins généralistes sont des spécialistes comme les autres, et ils étaient payés moins que les autres spécialistes. La Convention va payer tous les médecins spécialistes de la même manière. Donc ça, c'est juste pour remettre une égalité. Là, on est juste... donc finalement, c'est même pas une augmentation, c'est juste on remet les pendules à l'heure. Voilà. Tout à fait. Donc on n'a rien eu, en gros. Non, vous n'avez rien eu. Voilà. Et je répète, l'augmentation de la consultation pour un médecin libéral, c'est 4,5% sur une durée de 32 ans. C'est incroyable. Donc c'est incroyable. C'est incroyable, mais vrai. Donc après, on s'étonne qu'il y ait moins d'attractivité pour la médecine libérale. Oui, effectivement, c'est moins attractif. Moi, j'aime bien toujours nous ramener à l'Europe, puisqu'il faut quand même se comparer à nos voisins. La consultation en Europe, elle est à 40 euros en moyenne partout. 40. Donc nous, on est à 23. J'aime bien aussi citer la Hongrie, qui est le 59e pays le plus riche du monde. En Hongrie, c'est 36 euros la consultation, et nous, la France, on est la 6e puissance économique du monde, on est à 23, quoi. D'accord. Alors, justement, je voudrais donner quelques chiffres, justement, sur l'Organisation de coopération de développement économique. C'est lui qui a sorti ces statistiques. C'est 2015, En Allemagne, un médecin généraliste, touche 160 000 euros par an. Je parle de bénéfices, de revenus, je ne parle pas de chiffre d'affaires. 160 000 euros. Luxembourg, 150. Royaume-Uni, 130 000 euros. Danemark, 125 000 euros. Irlande, 125 000 euros. Autriche, 105. Belgique, 105. France, 90. C'est-à-dire qu'en France, on touche 90 000 euros par an quand on est généraliste, par rapport à un Allemand qui, lui, en touche 160 000. Il y a un problème quelque part, là. Il y a un problème. En fait, ce problème est historique, puisque la France, depuis la loi Debré de 58, le professeur Debré, est organisé sur l'hôpital. La France est hospitalo-centrée, c'est-à-dire que nous avons fabriqué les plus beaux hôpitaux du monde, c'est-à-dire les CHU, et les CHU sont effectivement des hôpitaux d'exception. Le problème, c'est qu'on a continué à faire du tout hospitalier en France depuis cette date-là, et donc nous avons les meilleurs médecins du monde, la meilleure formation du monde,
mais au détriment de la médecine libérale, quoi. C'est l'autre facette. Il faut marcher sur deux jambes et en France, il y en a une qui est vraiment très atrophiée, quoi. Alors bon, le temps passe, malheureusement, on ne va pas pouvoir aborder tout ce que nous avons prévu Par contre, d'aborder. je voulais juste souligner qu'au moins, vous êtes sûr que quand vous voyez votre médecin généraliste, vous êtes sûr qu'il l'a choisi par vocation. Eh oui. Parce nous que sommes tout à fait pour accepter des conditions comme celle-ci et faire son métier, l'adorer et le continuer, c'est que vraiment là, on parle de vocation. RCF Méditerranée. Alors, nous allons parler de quelque chose qui a vraiment fait hurler les médecins, c'est la généralisation du tiers payant. C'était un engagement de campagne de François Hollande, et là vous n'avez vraiment pas de chance, celui-là il l'a tenu. Et avant de parler de ça, parce qu'il nous reste très peu de temps, je voudrais vous faire écouter un document qui pour moi est véritablement glaçant. Écoutez. La mise en œuvre du tiers payant a été quand même tenue jusqu'au bout. Alors pourquoi les médecins libéraux sont-ils très opposés à ça ? Et c'est vrai que c'est d'une certaine manière la mort annoncée de la médecine libérale, mais qui est une bonne chose parce que la médecine libérale, elle est complètement incompatible avec un système d'assurance maladie comme le nôtre. L'assureur paye directement le médecin. Et ça change tout. Et ça rend les médecins effectivement dépendants de financeurs. Je crois que le nœud de l'opposition, c'est celui-là. Maintenant, les médecins recevront leur rémunération de la sécurité sociale ou de l'organisme qui sera en charge du paiement. Donc c'est là que le tiers payant change tout. Parce qu'effectivement, les médecins vont dépendre, pour leur niveau de vie, pour leur rémunération, du financeur. Si l'assurance maladie veut faire pression sur les médecins, elle a les moyens financiers de faire pression sur les médecins. Beaucoup d'arguments ont été développés par les médecins libéraux qui sont incompréhensibles pour tous, parce que c'est des arguments d'extrême mauvaise foi. Brigitte Dormont sur France Culture le 19 avril 2015. Alors bon, il faut quand même rappeler qui est Brigitte Dormont. Cette femme a un CV long comme un jour sans pain. Et pour faire court, nous citerons professeure d'économie à l'Université Paris-Dauphine, directrice de la chaire santé de la Fondation du Risque, co-directrice du programme économie publique et redistribution, membre du conseil d'analyse économique. Et elle est considérée comme l'économiste de la santé du Parti socialiste. Avec Jean Malot et le professeur Fischer, elle fut la conseillère de santé de l'équipe de campagne de Martine Aubry pour la primaire de 2011, et il ne fait aucun doute qu'elle a participé à cette loi santé. C'est pas possible autrement. Ça fait froid dans le dos, d'entendre parler comme ça. L'avantage avec Brigitte Dormont, c'est qu'elle n'est pas hypocrite, donc c'est toujours intéressant. Après des professeurs d'économie de santé, on en a des tas d'autres qui disent exactement l'inverse, donc... je veux dire, effectivement, elle est responsable d'un certain nombre de choses, mais c'est pas pour autant que c'est la vérité révélée, quoi. Non, mais on sait qu'elle est proche de Marisol Touraine, on sait qu'elle est proche de Valls, on sait qu'elle est proche de Hollande. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi elle dit ça ? Et elle dit ça 5 jours après l'adoption en première lecture du projet de loi, donc à un moment où la tension entre les médicaux et les ministères de la Santé sont à son comble. C'est pas croyable de dire une chose pareille. C'est pas croyable. Parce qu'elle aurait dit on va les prendre, on leur met une balle dans la tête, c'était pareil. Mais en même temps, c'est le discours d'une... Parce que moi je parle pour les patients, c'est une patiente qui n'a pas de problème d'accès aux soins, qui ne doit pas être traitée par un médecin généraliste, qui est traitée au Val-de-Grâce certainement, qui ne sait pas ce que c'est d'aller voir un médecin généraliste. Du coup, elle parle d'une organisation, elle traite des papiers, mais elle ne traite pas des gens, et elle a fait une loi, mais sans se soucier des gens qui étaient derrière. Un médecin doit gérer, lui, des régimes obligatoires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a une 50aine. Et des régimes complémentaires. Il y en a 800. Je vous laisse faire la multiplication. On arrive à 48 000 ou 40 000 combinaisons possibles pour faire ce fameux tiers payant. Oui. Est-ce qu'il est raisonnable lors d'une consultation qu'un médecin soigne ses patients et en même temps essaye de se dépatouiller dans tout ce truc ? Oui, il lui faut un secrétariat, mais on en revient au même, à 23 €. Comment voulez-vous vous payer une secrétaire, quoi ? 37. Alors, malheureusement, j'avais préparé un petit document là où c'était un infirmier libéral qui parlait et qui exposait le mal qu'il avait à récupérer 800 € d'une mutuelle. Bon, alors, le tiers payant, la généralisation a été retoquée. Il n'y aura que la généralisation sur la part assurance maladie et pas pour les mutuelles. Comment vous allez faire pour gérer ça ? Parce que alors, déjà, nous faisons 40% de tiers payants actuellement. Oui, ça c'est Depuis toujours, on a fait 40%. Donc, et sans rechigner. Mais ça pose aucun problème. Alors, quand je dis aucun problème, déjà avec un seul payeur,
on a quand même un certain nombre d'impayés, un certain nombre d'erreurs, les gens qui n'ont pas des bonnes cartes vitales, qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas ceci, qui n'ont pas cela. Donc on a quand même déjà des difficultés pour récupérer avec un seul payeur. Donc pour l'instant, imaginez la même chose avec 2 facturations et 800 mutuelles, c'est juste impossible. Donc le principe, c'est pas du tout, on n'est pas anti-tiers payant, c'est absolument pas ça. On était ça, je peux en témoigner, hein. Puisque j'ai travaillé à l'époque dans une banque qui s'occupait de professions médicales. Ouais. Et je peux témoigner que jamais un médecin ne s'est plaint de devoir faire un tiers payant. Il se plaignait de problèmes administratifs derrière, mais jamais de devoir faire un tiers payant. Mais le tiers payant, mais bien sûr, on est tout à fait pour un tiers payant simple et qui marche, quoi. Je veux dire, aucun problème, c'est plus facile que d'encaisser des chèques ou de l'argent. Et le médecin généraliste, c'est le médecin qui est proche de ses patients. Nous les connaissons, nos patients. S'ils ont un problème justement d'argent ou que c'est difficile en ce moment, ils nous le disent, ils n'ont pas honte. Soit on décale l'encaissement, soit même des fois ça nous arrive de ne pas faire payer. On n'a jamais eu de problème avec ça. C'est fait partie d'ailleurs de notre mode de fonctionnement. Du coup, c'était comme si on nous demandait des choses qu'on faisait déjà, mais en nous les imposant, en nous rendant les choses encore plus compliquées. Non, mais surtout compliquées, quoi, je veux dire, parce que on nous avait surtout promis des choses complexes. Donc, c'est pas de la mauvaise volonté, et c'est vrai que ça a peut-être été mal interprété, mais on est pour, bien sûr, que les gens sortent le moins d'argent possible. C'est pas le but du jeu. On n'est pas là pour faire de l'argent. Le problème, c'est le problème administratif qui est très complexe. C'est ingérable. C'est ingérable. Bah oui, c'est ingérable. En fait, dans les hôpitaux qui font le tiers payant, il y a 3-4 secrétaires qui font que récupérer les petits morceaux qui manquent dans les mutuelles. Je veux dire, c'est leur boulot. Quoi, hein. Mais nous, on peut pas avoir du personnel rien que pour ça. Alors elle a dit qu'elle mettait en place un système électronique qui serait, paraît-il, le nec du nec. Et ça marche pas toujours. Et tout en sachant qu'elle peut promettre quelque chose par rapport au régime obligatoire, mais par rapport au régime complémentaire, sont des organismes privés. On peut pas leur imposer à des structures privées qu'elles suivent au long cours, ça. Moi, il y a une chose. À l'époque, j'étais dans une banque dont le secteur assurance, si vous voulez, proposait aux clients qui prenaient une complémentaire santé chez elle et leur donnait une carte bancaire, une Eurocard Mastercard, avec laquelle ils payaient le médecin. Et c'est la mutuelle qui s'occupait ensuite de récupérer les fonds de la Sécu et qui mettait son complément à elle. Donc pour le médecin, c'était totalement transparent. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient très heureux de voir arriver. Voilà. Est-ce que ce ne serait pas plus simple, vous, médecin, dire nous sommes d'accord même pour le tiers payant généralisé, nous sommes tout à fait d'accord, mais imposer aux mutuelles qu'elles fassent ce système-là. Mais le problème, c'est d'imposer à toutes ces mutuelles. À toutes les mutuelles. Attendez, les mutuelles, on le sait, hein, c'est un chou gras, hein, la santé, hein, pour eux. On le sait très bien. Mais pourquoi ne pas imposer ça aux mutuelles en disant vous allez mettre ce système en place, vous allez vous aussi investir, mais nous, ça va nous permettre de le faire. Il y a aussi beaucoup plus simple. La médecine générale devrait rester purement une médecine universelle, prise en charge uniquement par le régime obligatoire, parce qu'on parle de 6,90 €. Oui, tout à fait. Pour des soins primaires, on a besoin de demander des mutuelles. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il serait bien que l'assurance maladie elle prenne la totalité. Prenne la totalité. Mais oui, elle le fait déjà pour beaucoup de patients qui ont l'aide médicale, les affections longue durée. Si vous voulez, cette part, elle est tellement infime par rapport aux dépenses de transport, aux dépenses hospitalières. Ça simplifierait la vie de tout le monde. Et là, on aurait un réel accès aux soins, une inégalité des soins. Et vous pensez qu'elle a le moyen de le faire, c'est l'assurance maladie ? Elle n'arrête pas de pleurer. Regardez, pour 2 € d'augmentation de la 2 €, c'est la fin du monde, ouais. Oui, c'est la fin du monde. Et vous voulez qu'il fasse un cadeau de 6,90 €? Non. Mais vous avez raison, hein, Isabelle. Moi, je vous suis à 100%. Ce serait ça une vraie médecine, pour nous, qui correspond à notre vocation, à notre volonté que tout le monde soit soigné de la même manière. Mmh. Oui, Et ça simplifierait la vie à tout le monde, pour le coup. Eh oui. Écoutez, on arrive au bout de cette émission. On n'a pas pu aborder tout ce qu'on voulait aborder, j'en étais sûr. 45 minutes, c'était un peu court. Par rapport à tout ce qu'on a entendu, et notamment cette Madame Dormont, par rapport au problème que va vous poser cette comptabilité du tiers payant, comment vous la voyez, la médecine, dans les 10 ans à venir, tous les deux? Tant qu'il y a des passionnés, ils assureront malgré tout, ça on n'y échappera pas, mais à grande échelle, ça va être difficile. Ça va être difficile. Ouais, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes au contact des étudiants qui terminent leurs études, et moi j'ai été très très agréablement surpris de voir qu'effectivement les vocations revenaient, et que
Je suis très optimiste sur notre avenir, bien que actuellement nous soyons dans un creux politique, mais... Élection en 2017, ça va changer quelque chose sur... Vous pensez qu'ils vont revenir sur certaines choses? En fait, c'est la même politique de santé depuis 30 ans, donc de toute façon, il n'y a pas de changement majeur. Il faut que l'organisation il faut qu'on se modernise vraiment. Je crois qu'il faut continuer dans cette voie-là. Écoutez, tous les deux, je vous remercie. Je vous rappelle que nous avons reçu Isabelle Leclerc, médecin généraliste libéral, secrétaire général de MG France de la région PACA, et Wilfried Guardigli, médecin généraliste également, libéral et élitien, qui est membre du bureau de l'Union régionale des professions de santé et des professions libérales. Merci à vous deux et bonne continuation, et continuez à nous soigner. Vous savez que les gens vous aiment de toute façon. Passez une bonne journée. Les gens vous aiment et apprécient vraiment le travail que vous faites. À très bientôt, merci. Au revoir. Bientôt. Au revoir.